procéder au chauffage du métal. On va monter la centrifuge. Allumer le caniveau. Réchauffer délicatement le creuset. Et lorsque le creuset est chaud, déposer le métal à l'intérieur. Dans ce cas-ci, nous utilisons le métal à forte teneur d'or. Lorsque le métal commence à être prêt, allez chercher notre anneau à couler. Couler. Et bien maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est de couler les moignons métalliques dans la couronne. Et pour ce faire, on a besoin de knétotherme. Le knétotherme, c'est comme l'ergogomme, c'est une masse, comme une pâte à modeler, mais qui résiste à la température. Alors qu'une pâte à modeler fondrait, cette pâte résiste largement à 150 degrés. Quand on coulera le métal, que vous voyez ici, ce sera 135 degrés. On a besoin donc d'une petite casserole comme celle-ci, qui est en cuivre. Celle-ci est en cuivre, qui vient de chez un armurier, parce qu'il y en a qui s'amusent à couler les balles eux-mêmes. Vous voyez qu'il y a encore du métal à l'intérieur. D'un peu d'huile. Moi, je prends l'huile du multivac ou de l'huile de vidange. Ça, c'est de l'huile de fraisage. On a besoin donc de métal à fraiser. C'est un métal qui fond maintenant à 135 degrés. Il y avait un autre qui fondait à 90, mais il y avait des matières toxiques, alors ils les ont éliminées, ce qui fait qu'on fond plus haut. C'est un peu dommage. Là, donc, j'ai ma couronne, et ici, ce que vous voyez, c'est une petite boulette de cire, là, un pinceau. En première étape, c'est de mettre la toute petite boulette de cire à l'intérieur de la casserole, ce qui va me permettre, justement, de faire mieux glisser le métal à l'intérieur de la casserole, mais pas beaucoup plus. Je mets le métal dans la petite casserole, et je vais le mettre à droite sur la flamme. Et chauffer très 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 lentement. Surtout, prenez une petite flamme si vous le pouvez, et ne pas aller comme des brutes à faire trop chauffer le métal. La casserole emmagasine pas mal la chaleur. C'est sûr qu'elle ne va pas refroidir d'une seconde à l'autre. Ce qui fait que quand je vois que ça commence à fumer, je le pose sur la table et j'en profite pour faire la chose suivante, qui est de prendre ma couronne d'une main et avec mon pinceau, de prendre de l'huile. L'huile, je vais en mettre à l'intérieur donc de ma couronne. Voilà. Trop, c'est trop, pas assez, c'est pas assez. C'est comme pour l'isolation hier. Il faut mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Mais si on en met trop peu, le métal qu'on va couler à l'intérieur de la couronne ne ressortira jamais. On aura des gros ennuis. Bon, à la limite même un petit peu autour. Et alors là, je vais faire la tige de coulée de mon moignon. On voit la pâte.
Voilà. Je pose ma couronne au milieu. Un petit peu d'huile après le manche, parce que j'aime bien, mais ça glisse un petit peu mieux. Et je vais faire pénétrer ma couronne jusqu'au fond. Enfin, pas jusqu'au fond du knétotherme, mais au moins sur une longueur de à peu près 2 cm. Et là, en regardant à l'intérieur, je vais tout doucement polir les bords, comme je le fais là. Hein. Tout ça avec un manche de pinceau. Pendant ce temps-là, je réchauffe un peu ma petite casserole. Si tu veux, tu peux me la tenir, mais tu fais attention, dès que ça fume, tu arrêtes. Hein. Merci. Voilà. Un bon moignon bien coulé, ce n'est pas quand on laisse tomber le métal brutalement à l'intérieur, mais c'est quand le métal peut couler tout doucement sur le bord. Ce qui fait que je vais faire une petite piste d'atterrissage, là. Tout doucement, comme ça. Hein. En plus, ça, le bas du moignon sera échancré, ce qui n'est pas plus mal. Et le métal, je vais le verser sur le bord, ici, et il pénétrera lentement et doucement à l'intérieur, sans aucune brutalité. Là, on voit à peu près. Je ne sais pas si on arrive à voir l'intérieur avec l'éclairage. Ouais, là, on voit pas trop mal. On voit les bords. Hein. Ouais, c'est bon. Tu le poses à côté. Voilà. Hein, c'est pas pire. Là, je vais voir si ma petite casserole a bien sa position sur le bord. Enfin, si on peut-être mieux pour filmer de montrer comme ça. Ouais. Hein, donc, je prévois l'arrivée de mon métal. Et maintenant, je vais chauffer, en gardant le même plan de vue, hein, je vais chauffer le bord du bec. Le métal doit être versé quand il est en train de refroidir et non pas quand il est hyper bouillant. Donc, il ne faut pas se précipiter. Il va rester très très longtemps liquide et sans s'énerver. Voilà, le moignon est coulé. Ce qui est dommage, c'est que je dois rester collé. Autrement, ça fait un beau moignon bien rond pour le dessus. Le métal se solidifie déjà, comme on le voit. Hein. Ça va extrêmement vite. Bon, alors là, pour sortir le moignon, solution de choc. Hein, on prend l'air comprimé. Voilà. Je vais sortir le moignon. C'est dégueulasse. Avec le blanc, ça fait pas ça. C'est beaucoup trop ça. Ouais, je me demande si c'est du knétotherme ça. Ouais. Ah. Coupé. Voilà. Maintenant, je prends ma couronne avec cette pince. Enfin, peut-être. Je prends mon petit marteau et je tape ici à cet endroit-là de la pince. Ouais, oui. Ça marche pas toujours du premier coup. J'utilise souvent une pince, une tenaille, une pince coupante. Voilà. Elle a l'air de tenir là. Et voilà, le moignon est terminé. Pour coller la première couronne avec la bonne orientation à l'étoile. Pas le remuer trop fluide, pas trop épais non plus. Mais... Et on attend que ça prenne. Là, on va monter tout doucement jusqu'à l'étoile.
On voit que ça coule encore un peu trop. On va prendre le risque de... Voilà. Grâce à la tige de coulée qui est vraiment trop longue, on peut coller facilement. Parce que, étant donné que la couronne est conique, si elle était toute conique, toute lisse, je ne pense pas que ça tiendrait particulièrement bien et de façon précise. Également, de cette manière, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Il ne faut pas oublier non plus d'en mettre par-dessus, mais ça ne tient que quand ça se solidifie un peu plus. La résine prend rapidement. Ouais. La résine, maintenant, a durci. Sans contrainte sur les toiles, tout est en place, tout est parfait, socle aimanté. À l'aide de la clé du mandrin, je vais desserrer le mandrin. Et je vais, à l'aide de la molette, monter ce mandrin. Voilà, l'étoile est libérée. Il ne me reste plus qu'à la sortir et à recommencer la même opération pour la dent suivante. C'est-à-dire que je dois replacer le grattoir à 6 degrés dans le mandrin. Voilà. J'effectue toujours des petites rotations pour voir si c'est bien en place, pas comme tout de suite là. J'enlève le bloc incisif. Je place la couronne sur le moignon qui a déjà été ajusté sur le moignon. Je libère le bras articulé. Et je me rends immédiatement compte que l'axe est complètement faux. Ce qui prouve l'utilité d'un conator. Je desserre donc la molette du conator. Ce qui me donne la possibilité de le basculer dans un autre axe, dans tous les axes d'ailleurs. Je resserre un peu cette molette de façon à ce que ça bouge de façon ferme et non pas anarchique. Et je vais chercher justement l'orientation exacte de mon second pilier. Il ne faut pas cesser de rechercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé. On voit très très bien. Ici, on voit sur l'écran qu'on a un très bon contraste blanc derrière le grattoir et derrière la couronne. Et c'est de cette manière qu'on doit travailler. À la limite, si on ne s'en sort pas, on peut mettre une feuille blanche derrière son travail ou un petit carton. Là, dans le noir, vous voyez qu'on voit beaucoup moins ce qu'on est en train de faire. En réalité, on ne voit rien du tout. Alors qu'avec un fond blanc, tel que celui qu'on avait avant, comme ici, tout est différent. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Si la tige de coulée venait à gêner, on pourrait travailler uniquement par silhouette. Vous voyez que là, je suis très très éloigné de la couronne et que pourtant, on voit bien que l'orientation est bonne. Je bouge un peu parce que je suis à main levée. L'orientation de cette couronne maintenant est parfaite.
à fait par rapport au guide à 6 degrés. Et je n'ai plus qu'à serrer la molette du conator en bas. Je la serre. Et voilà, elle est serrée. Et je n'aurai plus qu'à recommencer l'opération précédente. Cette étoile-ci que vous voyez là, eh bien, je la replacerai dans le mandrin. Et cette étoile, je la ferai descendre par la suite sur cette couronne que je collerai également à la Duralay. Deuxième opération. Troisième opération, ce sera d'effectuer la même chose pour le dernier pilier. Ce qui fait que sur cette étoile, à la fin de la préparation du socle de fraisage, j'aurai donc une couronne ici et une couronne là. 1, 2, 3. C'est ce qu'on verra à l'étape suivante. Comme on le voit sur l'écran, on a terminé le travail de positionnement et de collage. Les trois moignons, les trois couronnes sont collées après l'étoile. Les trois couronnes sont collées sur l'étoile à l'aide de résine. Quelle que soit la marque d'ailleurs, on le voit bien. Première étape pour faire un socle de fraisage correct. Alors donc on va placer les jolis moignons qu'on a coulés respectivement dans leur couronne. Le premier moignon en place de façon très ferme. Pas besoin de le coller parce qu'il tient suffisamment, vous voyez. Une très très bonne friction. Deuxième étape, deuxième moignon. On le place de façon très très forte à l'intérieur. Dernier moignon. Voilà. Sans cogner, toujours en faisant attention à ces gestes. Et voici donc ce qui va être enfoui dans le plâtre de cette manière-là. C'est très joli. La pièce à main s'enlève de cette manière. Voilà. On saisit le mandrin et on met la pièce à main dans son logement, celui qui est prévu pour elle. Le mandrin est ouvert et l'étoile peut être placée dans le mandrin. Je contrôle toujours si je suis bien en place et pas de travers. Il arrive quelquefois qu'on serre et en réalité c'est très bien serré, mais c'est de travers. Là c'est parfaitement en place. Je vais placer le mandrin dans son logement et le serrer. Voilà. Donc je suis au mieux. Ici, on dispose donc d'une assiette en métal assez lourde, même très lourde, massive et aimantable, et d'un anneau en caoutchouc. L'anneau se place de cette manière sur le socle. Cette table comporte des rainures. Ici, on a une plaque qui d'un côté est en verre, de l'autre côté en métal, et qui est aimantable. En pressant sur ce bouton là. Donc, plus aucune mobilité possible. Je place donc mon socle de fraisage au centre de la table aimantable. Je calcule la possibilité de descendre mes trois moignons exactement au centre, en faisant attention de ne pas descendre trop bas en touchant les petits ergots, ni trop haut. Pour ce faire, je me place assez bas et je calcule exactement la profondeur qu'il me faudra pour mes moignons.
Je remonte un peu. Ouais. Comme ça, c'est bon. Je place le socle au centre et je contrôle si tout peut bouger librement. Tout bouge librement. Ici, sur le pilier de la fraiseuse, est-ce que quelqu'un pourrait me remuer du plâtre? Merci. Il y a donc cet anneau. Je le montre jusque sous le bras articulé, ce qui fait que si je monte et que je redescende, on entend que je ne pourrais pas descendre plus bas. Pour ne pas avoir d'ennui, je bloque les latéralités, ici. Donc ma fraiseuse ne peut plus se déplacer de droite à gauche, et ne peut plus se déplacer plus bas que ça. Je vais donc maintenant monter mon bras le plus haut possible, de façon à pouvoir remplir mon socle de fraisage de plâtre. La fraiseuse est stable, les latéralités sont bloquées, je peux descendre jusqu'au niveau de cet anneau. Bien entendu, il ne faut absolument pas avoir le malheur de cogner ce socle, autrement, étant donné que lui n'est pas aimanté, quand on descendrait les couronnes, elles ne seraient pas en place. Merci. Je vais donc remplir le socle de plâtre. Et descendre donc mon travail dans le socle de fraisage en effectuant des petits mouvements, comme on le voit ici. Ça rentre magnifiquement bien. À l'aide d'une spatule propre, merci Raymond, je fais venir le plâtre là où il n'avait pas envie d'aller. Comme tout le reste, il est agréable d'avoir un socle de fraisage le plus propre possible. Ouais, à peu près 1 millimètre plus bas que la couronne en or que le fraisage a effectué. Quand le plâtre est liquide, on en profite à l'aide de petites vibrations pour le lisser. C'est plus propre et puis la poudre d'or s'accrochera moins à un plâtre lisse qu'à un plâtre ayant plein d'aspérité. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à laisser durcir le plâtre pendant à peu près un quart d'heure. Et on pourra passer à l'étape suivante qui sera d'abord d'enlever la résine, d'enlever cette étoile et de fraiser les couronnes. Eh bien, maintenant le plâtre a durci. On va desserrer le mandrin. Voilà. Et on va remonter la fraiseuse. Débloquer la latéralité. Voilà. Maintenant, il va falloir brûler à l'aide d'un petit brûleur ou d'un chalumeau ou autre chose, très prudemment, cette duralet.
Joyeux anniversaire, j'ai 3 ans. C'est beau, hein? Voilà, j'ai soufflé les bougies. Fais attention de ne pas le prendre avec les doigts parce que ça fait un petit peu chaud. Voilà. Et d'une. Et de deux. Et celle-là sera peut-être un peu plus difficile. Peu importe. Maintenant, l'étape suivante, ce qu'on ne verra pas à l'écran, ce qui n'est pas utile, c'est d'enlever la tige de coulée pour chaque couronne. On va la meuler et aplatir le dessus, aplanir et le polir. Il faut polir le dessus avant de fraiser. Ça, c'est ma technique. Pourquoi? C'est parce que quand vous polirez après, éventuellement, vous risquez de déraper sur le fraisage. Et un fraisage, ça doit rester un fraisage non poli. Le dessus se polit, mais ce que j'ai souvent constaté, c'est que aussi bien quand les stagiaires font des couronnes coulées que quand ils font des dessus de couronnes coniques, eh ben, ils ne savent pas rendre un état de surface parfaitement plat et lisse. Il y a des ondulations, il y a des ombres, il y a des marbrures. Pour la bonne raison que si maintenant on prend par exemple un disque comme celui-ci, un disque en caoutchouc, pour polir le dessus, c'est comme de marcher, arrête avec ta pièce à main s'il te plaît, c'est comme de marcher pieds nus dans la neige, c'est clair et net qu'avec des raquettes, eh bien, vous n'enfoncerez moins. Si vous enfoncez dans le métal, vous allez faire un tas de petites, de petits bosselages que vous ne pourrez plus enlever par la suite. Bien sûr, on pourrait aussi prendre un disque normal, conventionnel, un disque en caoutchouc, et polir. Mais celui-ci, à mon avis, est toujours trop étroit. Alors, ce que je conseille, c'est ici, ce que vous avez ici, un mandrin en papier de verre, de cette forme-là, voilà, et d'utiliser donc un papier de verre comme celui-ci, que vous voyez qui a un grain de 150 à peu près. Et ce papier de verre, vous voyez la largeur qu'il a par rapport à la couronne. Il est aussi large que la couronne. Donc s'il tourne, vous n'allez pas pouvoir vous enfoncer et vous allez avoir un état de surface parfait. Ceci, ça compte également pour les couronnes coulées. Ça vous permet de faire le pourtour des couronnes coulées et d'avoir quelque chose de très très beau. Celui-ci à 150 est trop grossier. Alors on termine avec celui-là que vous voyez ici, qui est un papier de verre d'un grain de 600. Un petit peu comme le dernier qu'on a employé avec la technique du Rapid Flex. J'arrive plus à le remettre dessus. Je l'ai fait glisser en bas alors. Voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà le papier de verre et vous êtes prêt à travailler. Et avec la rotation, vous allez avoir quelque chose de très très lisse et de très régulier, ce qui vous donnera une surface égale. Là également, là aussi. Donc un grand avantage de travailler avec des mandrins plutôt que de travailler avec autre chose. Et maintenant le polissage. Il est clair et net que grâce à ce grain de 600, vous pouvez polir directement. Pour ceci, vous polissez tout d'abord avec un disque feutre comme celui-là, enduit de pâte à polir. Vous voyez qu'il est très large. Et le disque va chauffer le métal et va le remoléculariser. Ce qui fait que votre brillant aura beaucoup plus de durabilité qu'avec une autre méthode de polissage. Ensuite, grâce à la pièce à main, moi j'ai l'habitude de polir ici avec des brosses polyrapides en poil de chèvre, du poil de chèvre. Et ensuite, du poil de mouton, on passe par toute l'Arche de Noé. Ceci, là j'utilise du rouge de Paris ou une pâte à polir qui fera briller. Et uniquement pour lustrer. Vous voyez qu'elle est très très molle. Hein, c'est quelque chose de très très soyeux, très agréable. Et ensuite, le polissage final sera obtenu. Et vous aurez un polissage qui sera très très sombre à regarder, qui sera très très joli. Je travaille de façon très rationnelle avec très peu de matériel. Parce que je ne vois pas pourquoi je me fatiguerais à avoir une tonne de fraises pleine de cire, pleine de pâte à polir, et sale en plus. Hein. Alors donc,
Quand ma tige de coulée est séparée avec un disque conventionnel, je prends des disques 0,13 en général, très très minces et très coupants. J'utilise donc un heatless pour enlever le surplus. Après, je passe souvent ce petit genre de meule que vous voyez ici pour polir le pourtour. Je parle du métal précieux, hein. Et ces meules, pour leur enlever un petit peu de mordant, il m'arrive souvent de les passer sur une pierre qui les polit un petit peu, qui les adoucit un peu, pour obtenir un état de surface correct. La suite de l'histoire, c'est un peu plus bas. Le papier de verre, une des choses que j'utilise avec prédilection, soit celui-ci qui est à grain 600, soit un autre un peu plus grossier à 150, mais souvent, je peux passer directement au 600 parce que mon état de surface est correct. La largeur du papier de verre me donne justement une surface sans ondulation, sans creux, sans de choses désagréables à regarder. En ce qui concerne les fissures, plus par là, on voit que j'utilise des fraises à fissures, parce que je préfère les fraises à fissures aux fraises boules, tout simplement. Quand il y a une linéarité à faire, il est beaucoup plus facile d'aller droit avec une flèche qu'avec une balle de fusil. Quand je passe dans les fissures, je peux faire le prolongement et avoir des fonds de sillon absolument lisses et polis et qui ne gardent pas le tartre ou autre. Plus de ce côté, on voit les caoutchoucs blancs, un en forme de lentille pour les zones interdentaires, ici un plus large pour d'autres surfaces plus plates. Donc on voit un tronc conique, un en forme de roue, un en forme de lentille, ce qui me permet d'accéder à tous les endroits de mes bridges, de mes couronnes, même de mes squelettés, etc. Et c'est des abrasifs assez brutaux, assez grossiers. J'utilise celui-ci également pour dégrossir le plâtre, comme on l'a vu au début de la cassette plus haut. J'utilise les mêmes formes, exactement les mêmes formes, la forme de roue, la forme de lentille et la forme tronconique, qui me donnent une surface pré-polissable. Le polissage se fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, à l'aide de feutres, de brossettes en poil de chèvre et de petites brosses en poil de mouton. Soit avec de la pâte diamantée ou de la pâte verte ou du rouge anglais. Et bien là, j'ai placé ma fraise qui est du 7 Conator, celle qui manque du milieu, une fraise à 6 degrés donc, bien en place dans ma pièce à main. Ma pièce à main, j'ai réglé sa flexibilité à l'aide du ressort, parce que j'aime bien avoir une petite résistance, hein. J'ai réglé la hauteur, c'est-à-dire vers le haut, à ras de ma molaire. Et je travaillerai donc uniquement avec le jeu que me permet le recul vers le haut maximum et la descente. Donc je travaillerai de cette manière. Et cette fois-ci, non pas de droite à gauche, jamais, pas une seule fois, mais toujours de gauche à droite. On l'a vu tout à l'heure dans le travail de la cire. Pour commencer, je vais prendre une petite vitesse, c'est-à-dire grosso modo dans les 3005, 5000. De toute façon, il y a des règles établies chez les fabricants, aussi dans les livres qu'on peut acheter en Allemagne, si vous comprenez l'allemand, qui donnent des vitesses type comme 3005, 500 degrés, 10 000 tours. Mais ça, c'est dépendant déjà de l'usure de la fraise, de la géométrie de votre couronne, de la façon que vous ayez aimanté ou pas le socle. Vous voyez, ici, il est aimanté à tel point qu'on peut certainement tirer la fraiseuse en avant. Ça dépend surtout, je vous disais, donc, de l'âge de la fraise. Bon, c'est vrai qu'une fraise, ça s'use vite, hélas, et que ça coûte cher. Alors, la première des choses à faire, ce que j'aime bien pour le premier contact tactile, de mettre un peu d'huile. Comme vous voyez, le dessus est parfaitement poli, parfaitement plat. L'angle ici est à 45 degrés. La seule chose qui n'a pas été touchée depuis le démouflage, c'est la périphérie de la couronne. Le premier contact doit être assez ferme et régulier. Toujours le principe des doigts. Hein, placer les doigts de telle manière qu'on puisse guider la fraise. Vous voyez que le pouce et l'index sont conditionnés déjà par mes deux autres pouces. J'ai que le petit doigt qui ne fout rien. C'est comme dans la cage à folle, il se redresse quand on boit le thé.
Et là, avec le pouce même, sans avoir peur de me blesser, vous voyez, je guide également ma fraise. Vous voyez. Enfin, là, je ne suis pas sur la couronne, c'est une démonstration. Mais pour montrer qu'il faut carrément tout englober votre fraise avec vos doigts. Et vos doigts doivent servir de multi-support. Et non pas comme certaines fraiseuses où on prétend qu'on peut la tenir comme ça et fraiser de cette manière. Si je fraise de cette manière, vous allez entendre le bruit. Vous voyez? J'ai aucune guidance. Et moi, j'aime bien travailler de façon ferme. J'ai modifié un petit peu la vitesse, qui correspond mieux à ce que je veux obtenir comme état de surface. On voit bien là. Peut-être enlever l'aimant et tourner un peu. Vous voyez les premiers états de surface. Pardon. J'enlève l'aimant, je le remets et je continue. Un autre quart de tour. Vous voyez que cette partie-là tourne et que j'y mets quand même mon doigt. Je n'imagine pas de diriger la fraise comme ça, librement, je n'aime pas. Trop de risque d'aller vers le haut, vers le bas. Ici, grâce à ce système, je vais droit comme une machine-outil, d'ailleurs vous le voyez. Je pense que je le prouve sur l'écran, c'est assez régulier. Vous voyez l'état de surface, j'enlève l'aimant. Vous voyez le ray de lumière. Vous voyez les rayures de lumière, donc. Voilà. On les voit. Et c'est plein d'huile, hein, il ne faut pas... Vous voyez. Voilà, là c'est beaucoup plus propre. Vous voyez que le fraisage prend forme. Je réaimante et je repasse toujours avec la même pression ferme, sans être brutal. Ah, les fraises et les framboises et le bon vin que nous avons bu. Et voilà. Là aussi. Vous voyez, ici j'ai quelques ondulations que je vais éliminer. L'huile sert à avoir un meilleur contact entre le métal et la fraise, mais sert également lors de l'échauffement des pièces. Un petit peu comme dans le moteur. Petites ondulations, je les élimine. Vous voyez que la fraise s'encrasse, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Parce qu'au fur et à mesure que je travaille, plus elle est sale, plus elle est lisse, plus mon travail sera poli.
Et d'être poli de nos jours, c'est assez rare. Comme disait ma grand-mère. Je joue beaucoup avec les mains, vous voyez que chaque fois que j'effectue une rotation, je dois réaimanter. Vous voyez, maintenant je ne peux plus faire de rotation. Voilà. Toutes mes forces, je n'y arriverai pas. Je ne ferai que sur socle aimanté et bas. On a suffisamment de lumière là pour bien voir. J'en profite pour être en plein milieu de séquence pour remercier et féliciter Robert pour le superbe travail de caméraman qu'il effectue depuis hier et pour la patience qu'il a à me supporter. Petit contrôle visuel. Je pense avoir atteint un état de surface correct, sauf devant. C'est quand même pas trop mal, mais c'est pas ça. Donc, réaimantation. Un peu d'huile. Vous voyez, il s'avère que cette fraise tourne le mieux à 5500 tours. Celle-ci, qui ne veut absolument pas dire qu'une autre présentera les mêmes caractéristiques. À vous de trouver la le tour minute exact. Une question de feeling. Moi, les modes d'emploi, pour ce qui concerne les fraises, je n'y crois pas. Corriger un petit peu l'état de surface. J'y arrive tout lentement. Voilà. Maintenant, pour avoir un état de surface plus fin, je vais utiliser cette pâte à polir verte contre laquelle je vais faire encrasser ma fraise. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la verte, vous pouvez prendre de la rose, de la rouge, de l'arc-en-ciel, de la tissu écossais, le pied de poule. Mais peu importe, le principal c'est de salir la fraise et ça fonctionne même très bien avec de la cire. Un peu d'huile sur ma fraise. Voilà, vous voyez. Pour qu'elle soit le moins mordant possible.
voyez que j'essaye le plus possible de rester au même niveau et non pas de faire ce genre de choses. Ou de commencer ici, de redescendre après, commencer en bas, remonter. Non, il faut rester droit. Grâce à mes doigts, je peux me le permettre. Multi-support, multi-guidage. Vous voyez que grâce à cette technique, on prouve qu'il faut savoir déconner au bon moment, car il y en a qui déconnent à tort. À tort et à travers d'ailleurs. Voilà. Petit quart de tour. On termine sur le devant pour passer à l'étape suivante, qui est une étape assez amusante. Vous voyez, on va s'amuser avec de la ouate. La meilleure ouate existante, c'est celle qui est vendue pour le polish des voitures, des chromes, parce qu'elle a de longues fibres. Vous voyez, je suis en train de travailler comme sur un rouet. Eh bien, cette ouate, on va tâcher de la faire prendre tout autour de la fraise. De cette manière-là, tchac. Vous voyez, de haut en bas. Ce qui va permettre de faire un petit nettoyage de la couronne, un petit polissage circulaire également. Et pendant ce temps-là, le coton, qui n'est pas très résistant, va se mettre grosso modo à 6 degrés. Mais faites attention parce qu'il n'y sera jamais vraiment. Voilà. Voilà. Donc mon coton, auquel je ne crois pas en ce qui concerne la parallélité, j'y crois suffisamment pour savoir que si maintenant je viens appliquer de la pâte diamantée, vous voyez, comme celle de Vita par exemple, sur ma couronne, et le reste après ma fraise, vous savez à quel point la pâte diamantée est abrasive, je vais obtenir un joli état de surface tout autour. Vous voyez. En général, j'utilise de la pâte à polir de 7 microns de grain. Voilà. Vous voyez que là, je m'en moque absolument d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ce sens de gauche à droite n'étant pratiquement que pour les dents de la fraise. Maintenant, il n'y a plus aucune dent parente, comme dans la bouche de ma grand-mère. Et voilà. En exerçant des petites pressions comme ça, on arrive à avoir un état de surface correct. Je vais contrôler si la couronne est bien fraisée. Le mieux, ce serait de le passer au jet de vapeur.
Des fois, on a des surprises, on croit que le travail est fini, il y a des stries. Donc, il faut, puisqu'on n'a rien vu à cause de la saleté, nettoyer la couronne. Et vous voyez, ici, c'est uniquement de la saleté, mais elle est correcte. Ça, c'est parfaitement bien fraisé. Pas de problème. Quelques petits reflets, voilà. Donc, le fraisage, comme on l'a vu, est terminé. La couronne, la voici. Et on va élaborer la couronne secondaire à l'aide d'une pince télescopique que vous voyez ici, qui a une forme de dauphin, de chape adapta de 6/10 d'épaisseur et de cette méthode adapta dont je vais vous montrer le fonctionnement dans un instant. La couronne conus qu'on a fraisée est tenue de cette manière, comme le ferait un spéculum. Si j'ouvre, elle tombe. Voilà. Pour la tenir, il faut donc serrer la pince. Et vous voyez qu'elle tient parfaitement bien. Dans la boîte adapta, je prends donc une rondelle à 6/10 que je place, vous voyez, ça s'ouvre de cette manière à l'intérieur, tout simplement, ce qui correspond bien sûr exactement au-dessus de ce petit récipient qui contient de la moldine spéciale. Avant, je réfléchis de quelle manière je vais pouvoir introduire ma couronne, soit comme ça, soit comme ça. En l'occurrence, ça va très bien de cette manière. Et je commence à préchauffer sur le gaz ma chape, ma future chape, qu'on voit ici, qui devient transparente. Nul besoin de se précipiter. La flamme est un peu trop forte à mon goût, mais ça reste chaud très longtemps. Quand je vois une petite concavité ou alors convexité, suivant comment on se place, je sais que le moment est venu d'enfoncer ma couronne à l'intérieur de cette petite feuille de plastique. Donc ici, tel qu'on le voit. Et je l'enfonce de façon lente et régulière grâce à ma pince télescopique le plus profond possible. Je maintiens la pression un petit instant parce que, comme dit, ça ne refroidit pas si vite que ça. Je retire la pince télescopique, je retire le petit adapteur et voilà ma chape terminée. Alors là, on va regarder à la cheville. Beaucoup qui travaillent avec cette méthode ont l'habitude d'utiliser un scalpel. Mais le scalpel, à mon avis, déforme. J'ai souvent essayé de passer cette zone-là au scalpel et je n'ai pas les mêmes résultats que par la méthode suivante, c'est-à-dire un disque tel que ceux qu'on utilise pour la céramique, soit Diamax, soit Orico. Il y a beaucoup de fabricants qui font ça. À petite vitesse, je coupe. Pourquoi à petite vitesse? Surtout pour ne pas échauffer ma feuille de plastique. Voilà donc la chape séparée du reste du plastique. Et maintenant, j'utilise le même caoutchouc, la même famille de caoutchouc que pour décortiquer ou détourer mes moignons. Et je procède de la façon suivante. Voilà.
voyez que le disque a bien fait son travail. Je suis à peu près 1,5 mm en dessous du bord cervical. Et que maintenant, le caoutchouc, à très petite vitesse, vous voyez le métal brillant, le métal est apparent. Et ceci sans avoir chauffé ou surchauffé la petite feuille adapta. C'est extrêmement simple. Comme dans tout, il faut avoir de la méthode, de la technique et la respecter. Et voilà, vous voyez le petit déchet là, voilà, à la poubelle. Il me reste une chape en concordance parfaite avec la couronne. Pas d'hiatus, vous voyez, il n'y a absolument pas d'hiatus, on ne le sent même pas avec l'ongle. Maintenant, je regarde un peu plus près pour être sûr de moi. Je vais travailler cette fois-ci dans ce sens-là. Comme j'avais dit, les bords cervicaux, on n'y touche absolument pas tant qu'on n'a pas terminé son travail. Les bords cervicaux se font quand on a coulé la couronne secondaire. C'est-à-dire les deux couronnes ensemble ne faisant qu'une, on dégrossit une fois, et non pas deux fois. En le faisant deux fois, on userait tout. Voilà. Normalement, maintenant, on sculpte, mais je vais essayer de la descendre pour bien montrer la précision qu'il y a. C'est pas simple. Non. Voilà. On le voit très bien ici. Et on devine déjà pourquoi une couronne secondaire sur une couronne primaire, ça frictionne. Vous voyez, vous avez la chance de l'avoir transparente. Demain, ce ne sera pas transparent du tout. Et là, j'ai pas trop de friction. Je presse un peu plus. J'ai déjà plus de friction. Si maintenant je presse à fond, je n'arrive pratiquement plus à la sortir. Et ça suffira pour tenir la prothèse. Croyez-le bien. Voilà. Quand vous aurez fini de sculpter, il ne faudra pas tirer sur la cire comme je le fais maintenant, mais bien au contraire, à l'aide d'un instrument par en dessous, comme ceci, essayez de, enfin je ne suis pas à ma main là, mais essayez de soulever votre couronne une fois qu'elle sera sculptée en cire tout autour, et au bout d'un moment, elle se soulèvera. On n'aurait plus qu'à la mettre en revêtement. « 36 techniques possibles. On peut le cirer, à condition qu'on soit capable de travailler la cire avec cette précision. C'est-à-dire, pour la cirer, il faudrait bien entendu chauffer le métal, après l'avoir isolé, très très peu, appliquer une couche de cire spéciale pour le métal, ensuite une autre couche de cire, sans rien déformer, quoi que ce soit. On peut aussi recouvrir le tout sculpté en résine autopolymérisante ou photopolymérisante. On peut également mettre une couche de cire sur le métal, continuer avec une résine et terminer avec de la cire. Toutes ces méthodes sont possibles, mais la plus simple, la plus rationnelle et la plus économique est sans contestation possible celle que je viens de montrer. Celle qui est à la portée de tous. Le reste, ça reste quand même du haut de gamme.
Et c'est beau à l'intérieur, on le verra demain. L'intrado de cette petite chape, on le voit sur le dessus, est parfaite. Eh bien, maintenant, les couronnes qu'on a vues hier sculptées en cire sont coulées. Voici la coulée terminée. On a pris soin de sabler l'intérieur avec des billes de verre, justement pour ne pas endommager la belle surface qu'on avait. L'important, c'est d'avoir l'intérieur le plus lisse et le plus parfait possible. L'étape suivante sera donc de séparer les tiges de coulée et de commencer à voir si le mélange qu'on a fait de liquide et d'eau distillée est correct et si la couronne ira bien sur la couronne primaire, donc secondaire sur primaire. Ce qu'on a pris hier, c'est 50% d'eau distillée, 50% de liquide de revêtement, ce qui va nous donner une friction un peu plus serrée que pour une couronne conventionnelle, justement pour que cette friction s'établisse et existe. Eh bien donc, les couronnes ont été séparées de la tige de coulée, comme on l'a vu, dégrossies. L'intérieur a été sablé aux billes de verre. Il est primordial d'avoir une très très bonne coulée, sans la moindre bulle. Il faut que ça sorte du cylindre comme ça a été mis en revêtement. On voit la troisième couronne maintenant. On voit le fond, qui est parfaitement lisse. Dans le cas où il y aurait une petite bulle, ce qui peut arriver, on peut éliminer cette petite bulle à l'aide d'une fraise boule, mais sans trop dépasser, uniquement. Et ensuite, on teste la couronne qu'on a coulée et qu'on a sablée à la bille de verre avec la couronne primaire qui rentre dedans. Et si on a trop de friction, on utilise donc un papier de verre d'un grain de 600 et ensuite de 1200, avec lequel on peut retoucher l'intérieur, comme on le voit ici, de la couronne pour obtenir un peu moins de friction. Là, on voit donc cette canine avec sa couronne primaire. Pour voir la friction exacte, on se sert d'un manche de brosse à dents, lorsque c'est du plastique, ou alors du bois, un morceau de bois, et on presse d'une façon assez ferme, mais pas trop forte. Surtout au début. Au début, il faut presser modérément, et ensuite presser de plus en plus fort, et voir comment cette couronne se dissocie. Pour ce faire clair, on prend la pince télescopique, on serre, ce qui fait écarter le devant. Vous voyez qu'ici, on a une bonne préhension. Quelquefois, en tirant, on glisse et on dérape. C'est à quoi sert donc cette vis que vous voyez ici, qui peut se régler de façon à limiter l'ouverture de la gueule du dauphin. Vous voyez ? Vis complètement fermée, la pince ne peut plus s'ouvrir. Ce qui fait que si vous voyez que vous allez déraper, l'ouverture sera limitée. Car il peut arriver qu'en tirant de toutes ses forces et que la pince s'ouvre intensivement, vous arrachiez les bords cervicaux. Une fois, quand on est à la bourre, quand on veut se dépêcher, c'est ce qui arrive. Donc là, j'ai bien pressé ma primaire à l'intérieur de la secondaire, et je tire. Et je vois que j'ai de la friction. Alors, je recommence, je reprends ma brosse à dents, je presse encore plus fort et je tire. Donc, j'ai encore plus de friction. J'estime la friction est correcte, je passe à la seconde, je pense à ma prémolaire, que je place à l'intérieur. Je presse très légèrement, je regarde la friction. Je peux me permettre de presser un peu plus fort. Je contrôle ma friction. Ah, elle est bonne.
plus je presserai fort, plus la friction sera forte, jusqu'à une certaine limite. Voilà, la friction est parfaite. Il faut savoir qu'en bouche, les pressions exercées sur ces dents sont phénoménales. On ne peut pas dire autrement. Phénoménales. Ce qui fait que vous aurez du mal à presser avec votre brosse à dents aussi fort que le patient mastiquera dessus. Vous voyez ici la limite entre les deux couronnes, par exemple. Je ne sais pas si on peut se rapprocher plus. Ce sont véritablement deux couronnes, on va le voir. Pour ceci, je dois desserrer la vis. Celle-ci. Voilà, une très forte friction que je devrais retoucher. On voit l'angle. Vous voyez? Voilà. Il y avait véritablement deux couronnes, une là et une ici. Et la friction de la molaire peut se permettre d'être plus forte que sur une latérale, parce qu'elle a plus de friction et plus de racines aussi. J'ai les doigts humides, ça ne peut pas marcher. Quand on a les doigts humides, le mieux c'est de prendre un chiffon. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais les replacer comme il se doit sur le modèle. En ce qui concerne l'étape du métal précieux, le travail est terminé. Il ne reste donc plus qu'à faire un squeletté qui aura ici une selle qui portera des dents sur de l'acrylique. Cette selle sera soudée à cet endroit à la couronne conique. Le métal, le chrome cobalt en l'occurrence, ou l'or, ce qui est encore mieux, continuera en barre linguale, dégagera largement le sulcus, très important de rester à 3 mm du sulcus, prendra une courbe, viendra ici où il sera soudé, ensuite de là à là, des rétentions qui porteront des dents du commerce et de l'acrylique rose, et là, une surface de soudure. Ce qui fait que toute cette partie-là sera libre, la barre n'étant ici qu'une selle. Ici, vous avez une selle, ici du chrome cobalt, vous n'aurez qu'une barre linguale. Donc, confort maximum pour votre patient. L'avantage énorme de ce genre de travail, je dis bien énorme, c'est d'avoir des attachements qui soient axiaux. Vous voyez, je suis ici sur la racine. Sur la racine, dans son axe. Donc, grande pérennité pour le travail. On peut également se permettre, quand on le voudra, d'extraire ce pilier, s'il y arrivait un malheur, et de faire un rebasage après avoir extrait la dent. Le squelettique tiendra très très bien sur les deux couronnes que vous voyez là. Ça suffit largement, une de chaque côté, ça suffit largement. Donc, peu de coûts pour agrandir le travail, le transformer ou l'améliorer. Donc, c'est un travail qui coûte peut-être cher au départ pour le patient, mais qui lui donne la garantie de ne pas être obligé de passer à une autre prothèse s'il lui arrivait un petit malheur sur un des piliers. Ce que je peux présenter, c'est peut-être d'autres travaux. Ici, on a donc une plaque squelettique, comme vous voyez, avec plusieurs couronnes coniques. Vous voyez que c'était une édentation unilatérale, et les dents étaient de toute façon en mauvais état. Il fallait faire un bridge. On a choisi la solution donc de faire le travail entièrement télescopé. Vous voyez que ces dents sont toutes des couronnes coniques. Celle-ci qui manque, et toutes les autres. À partir d'ici, édentation. Et cette prothèse ne tient que par friction entre les couronnes primaires
et une couronne secondaire. Sur le devant, bien entendu, un système Dentacolor ou SP fait cette incrustation composite ou résine, peu importe. Pour ce faire, je pratique de la manière suivante. Je mets des petites rétentions corylliques et je construis un petit mur en cire tout autour. Ce qui fait que je peux passer derrière avec la fraise, voyez, et la résine fera de même. Elle aura une rétention, car je ne crois pas beaucoup aux rétentions pour les dents de ce type. J'aime beaucoup mieux faire un mur de rétention tout autour, comme on le voit ici, ce qui empêche tout à fait la résine de sortir, parce que la résine se contracte, elle se contractera justement dans ces endroits-ci. C'est un grand avantage. Encore une fois, le travail assez simple. Vous voyez que c'est compliqué, c'est vrai, mais ce n'est qu'une répétition de ce qu'on a fait aujourd'hui multiplié par x. Une autre possibilité de travail, également dans le cas que l'on voit ici, sur ce modèle, peut-être un peu mieux là, vous voyez qu'il y a une édentation avec une prémolaire, une canine, une seule centrale, canine molaire. Là, on a choisi, avec le praticien, de couronner justement les deux piliers, de faire des couronnes céramo-métalliques de ce côté-là. Céramique, c'est de la Ceramco 2. Et de faire un fraisage tel qu'un fraisage doit se concevoir, c'est-à-dire avec un interlock, un stabilisateur, comme on le voit très bien au milieu, et un contournement fraisé sur toute la barre, sur toute la face palatine, avec un attachement extracoronaire cerveau. De l'autre côté, on a choisi de faire la canine et la molaire céramo-métallique. On le voit peut-être mieux sur fond vert. Un fraisage conventionnel, comme on le voit, relié par une barre cerveau qui va recevoir un cavalier dit en téflon. Je ne sais pas si c'est vraiment du téflon, mais c'est la définition. Ça fait penser au poil téfal qui n'attache pas. Là, il faut que ça attache. Donc, je place mes travaux primaires sur le modèle. Et voici la bouche du patient avec ses dents restantes et ses dents cimentées. À côté, vous avez donc la plaque qui va recevoir les dents manquantes. Vous voyez? Donc, à l'endroit de la barre, vous avez un contre-fraisage. À l'intérieur, un cavalier plastique, téflon. Contre-fraisage, donc fraisage secondaire. Ici également, fraisage secondaire avec téflon. Voyez-vous? Voilà. Et ceci est coulé d'une pièce. Et voici de quelle sorte le primaire ajuste au secondaire. Et ici, de l'autre côté, pareil. Voilà donc tout ce qui est artificiel et que le patient aura en bouche. Et voilà comment ça se place donc, sur le modèle. Il ne reste plus qu'à faire l'acrylique et les facettes résine. Voilà. Et ce travail est contrôlé sous microscope
C'est ce qui est inscrit sur tous mes modèles. Un autre cas, toujours la même chose, toujours le même principe, le fraisage. Voici un socle de fraisage où vous voyez très très bien les principes de base à respecter, c'est-à-dire le contournement fraisé et là le puits stabilisateur. Et si je place une fraise dedans, elle ne retombe pas. C'est normal. Vous voyez la forme qu'a ce stabilisateur. Peut-être arriver encore à un plus gros plan là. On a donc mis en revêtement cette couronne avec une tige de coulée en plastique transparent. On l'a coulée et on a bien pris soin de ne pas couper plus court que sur l'écran. On le voit très bien. Pourquoi? Justement pour la technique du rapid flex. La technique du rapid flex, c'est une technique qui permet donc de faire des couronnes coniques très correctes, sans faire de socle de fraisage et sans faire de moignons métalliques. Pour ce faire, on va voir sur la table, on a ici différents cônes, je place dans le sens de l'écran, des 0 degrés, 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés. En l'occurrence, ce sont les 6 degrés qui vont m'intéresser aujourd'hui, puisque ma couronne est une couronne à 6 degrés. Sur ces cônes qui sont parfaitement lisses, on va placer des papiers de verre qui sont ici et qui sont autocollants. Ces papiers de verre existent en plusieurs grains. Il y a le grain très grossier qui est de 120 et que je n'utilise pas. Le grain moyen qui est de 240 et qui permet quand même de bien polir la surface. Et le papier de verre 600 qui lui donnera l'aspect final au travail. Et comme on le voit sur l'écran, ces papiers de verre sont des segments coupés par rapport au cylindre. Le cylindre de 0 recevra ceci, 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés. On voit dans la boîte qu'ils ont chacun une autre courbure. On voit très très bien que celui-ci à 6 degrés est courbé et que celui-ci à 0 est parfaitement droit. Je vais d'abord recouvrir mon premier cône inversé d'un petit segment à 6 degrés. J'enlève la partie protectrice de la colle. Très très simple à placer. Vous pouvez le faire à vos enfants même. Ils aiment ça. Ça les fait bien rire. Ah, il faut un petit peu tourner autour. Enfin, c'est parfaitement collé tout autour. Là, on peut aussi le faire un petit peu sur la table pour que ça adhère parfaitement, pour que le joint entre les deux soit correct. On fera un petit gros plan tout à l'heure quand j'aurai collé les deux. Maintenant, je vais coller le 600. Parce que c'est ça qui est bien dans cette technique, c'est qu'on peut avoir deux cônes. On n'est pas obligé d'enlever le papier de verre de l'un pour replacer un autre. Rien n'empêche de placer plusieurs cônes. Ouais, je le mets à l'envers. Ouais. C'est l'émotion. C'est vrai, il faut faire attention avec les émotions. Si on fait tout à l'envers, c'est grave. Voilà. Je le roule un petit peu sur la table à l'endroit du joint entre les deux. Et on peut peut-être faire un gros plan pour mieux se situer cette technique de travail et voir où je veux en venir. Voilà. Maintenant, à l'aide de cet appareil qui est sur ma table aimantée,
je vais pouvoir fixer donc cette tige de coulée, qui est maintenant un axe de fraisage. Cet appareil est tout simplement un super mandrin, surdimensionné si vous voulez. Et ici vous avez une molette qui permet, quand elle est ouverte, de tourner dans tous les sens, et quand elle est fermée, de travailler de façon fixe. Alors je prends ma couronne, je desserre mon mandrin, je place ma couronne à l'intérieur, et je serre ça très très fort. Et voilà. N'ayez pas peur, l'or est récupérable. Voilà, c'est parfaitement bien en place. Maintenant, ici, dans la pièce à main, ça, parce que ce n'est plus le mandrin maintenant dont il s'agit, c'est la pièce à main. On le voit là, le K9. Je vais donc placer le papier de verre le plus grossier, qui est le papier de verre numéro 240. De grain. 240, ça indique le grain. Je desserre cette pièce à main. Cette petite pièce qui est dans les pièces à main, il faut toujours la laisser quand on ne travaille pas. Ça évite l'usure du mandrin de la pièce à main. À la place, je mets donc mon cylindre inversé et je suis prêt à faire mon fraisage, tout simplement. Ici, vous voyez que j'aimante ma table. Voilà, la table est aimantée. Voilà. Vous voyez les mouvements. Et je suis prêt à faire le tour à vitesse faible, c'est-à-dire 3005, 5000, et je mets mon petit moteur en marche. Vous voyez. Je contrôle si tout va bien. Accélère un petit peu. Je desserre la molette latérale pour justement pouvoir travailler de cette manière, avoir un contrôle de ce que je fais. Vous voyez le mandrin avec le papier de verre de couleur orange qui est de 240. Vous voyez que rien ne peut bouger puisque le socle est aimanté. C'est très très rigide. Hein. Ça ne bouge pas. Et je fraise joyeusement le pourtour. À nous les joyeux fraiseurs. Contrairement à la fraise, on peut fraiser en faisant des allers et retours, alors qu'avec une fraise au tastet, il faut toujours aller de gauche à droite. Et quand on fait le travail de la cire, de droite à gauche. Voyez-vous ? On voit très bien sur l'écran que le travail, bien qu'étant très rapide, est malgré tout très précis. Et de pouvoir tourner comme ça permet un contrôle du travail immédiat. On peut se permettre de faire le tour comme ça. Il n'y a pas de strie. Bon, c'est vrai que c'était bien sculpté. Je ne fais jamais de strie de façon indue, parce que je n'aime pas l'indu strie. À noter que je pense être le premier au monde à avoir fraisé avec les yeux bandés. C'était il y a 2 ans à l'hôtel Royal Monceau. Grande première. J'ai demandé que quelqu'un vienne sur scène et me bande les yeux pendant le fraisage. Ce qu'ils ont fait. Je croyais encore que c'était une farce de ma part, parce que j'aime bien faire des farces. Et pas du tout. J'ai fraisé avec les yeux bandés. Pourquoi ? Parce que le fraisage,
Ce n'est pas uniquement quelque chose de visuel. En réalité, à cette distance, je ne vois pas grand-chose, mais c'est quelque chose de tactile et d'auditif. Maintenant, si je fais ça, vous entendez très bien que le bruit n'est pas correct. Vous voyez que je vais avoir un fraisage catastrophique. D'autre part, je sens dans les doigts, ceux qui tiennent la couronne et ceux qui tiennent ma fraise, que j'ai des petits rebonds. C'est pas correct. Là non plus. Alors maintenant, vous avez entendu la différence qu'il y a dans le son, ce qui m'a permis de prétendre et de prouver que je pouvais fraiser avec les yeux bandés. Moi, je vais changer, je vais mettre un mandrin de 600, beaucoup plus fin, un petit polissage périphérique, et j'en aurai fini. Il faut bien contrôler sa fraise, que ce soit du papier de verre, du métal ou autre chose, parce que si on la tient de façon trop brutale, trop ferme sur l'objet, on aura des petites rainures. Si on la tient de façon trop légère, on aura plein de petites tôles ondulées. Il faut travailler de façon ferme et correcte. J'augmente maintenant un peu la vitesse. Pourquoi? Parce que mon papier de verre, Dieu merci, s'est encrassé. Vous voyez qu'il est sale. Et grâce à la saleté qui est dans ses pores, il est beaucoup moins agressif. Et il me permet de polir correctement la face fraisée. Et blanc. Voilà. Vous voyez par les rayures, les traits de lumière, vous voyez à quel point les traits de lumière sont droits, vous voyez que le fraisage est parfait. Il n'y a pas de rainure de lumière en zigzag ou en légère ovalité, le fraisage est parfait. C'est à ça qu'on reconnaît un fraisage grâce à la lumière. Et il suffit de passer le doigt, c'est parfaitement propre. Grâce à cet appareil, j'ai terminé.